David, viens parler un peu du Yankee. Bon, on change complètement, on fait une petite pause, on se repose sur le Zoli Pareja et ses amis. Et en fait, je tiens à dire une chose, David dirige les éditions du Forge du Vulcain, qui sont une jeune et fort intéressante maison qui arrive à la fois à publier, des auteurs morts et des auteurs vivants, ce qui est assez rare chez les jeunes maisons. Et un jour, il m'appelle en disant « Jean-Luc, j'ai très envie de faire un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur, mais comme tu fais beaucoup de Mark Twain, je voudrais être sûr que ça ne te pose pas de problème, ce qui est d'une politesse rare. » Et du coup, j'ai dit « David, c'est bête, je suis en train de le traduire. » Et c'est comme ça qu'on a été amené finalement à se proposer de faire une postface commune, ce qui a conduit à ce que David signe finalement la fin du Yankee du Connecticut. Et du coup, il en parle très bien, beaucoup mieux que moi. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Donc, c'était naturel en fait que. Bon. Moi, j'ai eu la chance de vivre quelques années aux États-Unis et d'avoir une partie de ma famille qui vit aux États-Unis. Et Mark Twain aux États-Unis, c'est pire que Victor Hugo en France. C'est vraiment le grand auteur américain. Et ça m'a toujours surpris qu'en France, ce soit pas un auteur très lu. Et en fait, j'avais déjà lu en anglais il y a très longtemps le Connecticut, enfin le Yankee. Le Yankee, on va appeler le Yankee. J'ai été très étonné quand j'ai découvert que c'était pas vraiment traduit. Voilà. Alors Jean-Luc a fait plus de recherches que moi je me suis juste rendu compte qu'il n'y avait pas de véritable édition. J'ai dit que ça serait quelque chose à faire, mais c'est vrai que l'Œil d'Or est connu pour son travail, enfin pour plein de choses, mais aussi pour son travail sur Mark Twain, donc c'était logique quand même d'aller voir d'abord Jean-Luc. Et puis de toute façon, moi je pense que j'aurais pas trouvé un traducteur comme Freddy. Donc tout est bien qui finit bien. Et voilà, donc moi j'étais très content de rentrer dans l'affaire. Alors pourquoi le Yankee c'est un livre si particulier? C'est que c'est pas simplement un très bon livre, c'est un livre dont l'évidence est devenue complètement invisible pour beaucoup de gens, y compris des Français qui ne l'ont jamais lu, parce que c'est un livre dont le canevas et les scènes ont été repris 100 fois au cinéma, dans des séries télé, dans des romans, et il y a un nombre incroyable d'œuvres qui font référence à ce texte. Il y a Tintin fait référence à ce texte, Star Trek fait référence à ce texte, MacGyver, il y a même... Alors, les séries télé américaines ont toujours un moment, quand elles s'étendent assez longtemps, où elles font un épisode Connecticut Yankee. Donc il y a 2 épisodes, un double épisode de MacGyver, où MacGyver se prend... un pain sur la tête, s'endort et se réveille à la cour du roi Arthur. Voilà. Et il y a ça dans presque toutes les séries. Je crois que presque toutes les séries Star Trek ont eu leur épisode de Connecticut Yankee. Donc c'est vraiment un lieu commun de la littérature américaine. Star Trek, comme ils sont un peu finaux, ils ont inversé le processus, c'est-à-dire que ce n'est pas un Américain qui se retrouve 8 siècles avant, c'est Capitaine Spock et... enfin, je sais pas si c'est la version Spock, enfin, Kirk et Spock, mais il y a... Non, c'est la version Star Trek. C'est Next Generation. C'est Picard, pardon, c'est Picard. Comme quoi, il y a un rapport, en fait, science-fiction, on est toujours dans... C'est Picard qui se retrouve à l'époque de Mark Twain, et c'est comme ça que Mark Twain va avoir l'idée de Yankee. Enfin, il y a tout un tas de blagues comme ça. Et c'est toute une technique sur aussi l'intertextualité, comme c'est une œuvre fondamentale dans l'intertextualité enfin, pour les Américains. Au cinéma, il y a eu la comédie musicale, la version où c'est un Afro-Américain qui se retrouvait au 6e siècle. Enfin, avec Martin Lawrence, oui, dans le rôle, et ça s'appelle The Black Knight. Ouais, The Black Knight, ouais. Et voilà, bon, c'était pas la meilleure interprétation du Yankee. Il y a une version russe? Oui, aussi, disponible sur YouTube. Les Américains ne sont pas très attachés, les Russes n'étaient pas très attachés aux droits d'auteur, donc heureusement ils ont tout mis en ligne, voilà. Ah voilà, ça a été énormément repris, et c'est vraiment c'est le principe du contemporain qui se réveille 8 siècles en arrière. Et est-ce que David... En fait, moi, j'avais pensé à ce texte-là en particulier, pour une raison très particulière, c'est qu'on avait traduit un texte de William Morris, qui est un contemporain de Mark Twain, un texte qui s'appelle Un rêve de John Ball, qui raconte l'histoire d'un contemporain qui est vraisemblablement William Morris, qui s'endort et qui se réveille en 1381 aux côtés de John Ball. John Ball est un personnage historique qui a vraiment existé. Et il y a une discussion entre les deux sur qu'est-ce que c'est que d'être un prolétaire en 1381 et qu'est-ce que c'est que d'être un ouvrier dans l'Angleterre victorienne. Voilà.
Et c'était très intéressant de voir que les deux livres, donc le Yankee, enfin la version originale du Yankee et Un rêve de John Ball, sortis à quelques mois d'écart, sans aucune concertation entre les deux auteurs, qui n'ont jamais eu aucun rapport. Les deux livres sont sortis en même temps, et en fait, c'est les deux livres qui sont à l'origine, finalement, enfin, c'est des sortes de contre-utopie d'une certaine façon. Ou avec un voyage dans le temps en plus, c'est-à-dire que c'est quand même un peu avant Wells, c'est un peu avant un autre auteur victorien, enfin, qui s'appelle Bellamy, qui était l'ennemi juré de William Morris, voilà. Et c'est vraiment, c'est très étrange que ces deux textes soient justement contemporains. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué tout à l'heure. On parlait du steampunk, il y a un peu un côté steampunk, peut-être plus du côté William Morris que du côté Mark Twain. Peut-être la sensation aiguë de rentrer dans le capitalisme et dans un monde qui changeait radicalement d'organisation, de structure, qui les ont amenés à faire cette métaphore avec un retour dans le passé. Et c'est un bouquin étonnant parce qu'il est... pour moi, c'est un mélange entre les Monty Python avec un siècle d'avance, parce que c'est un humour... l'humour burlesque de Mark Twain, c'est-à-dire, par exemple, les chevaliers les chevaliers, ils ont de très beaux boucliers, donc autant mettre des publicités sur les boucliers, donc ils ont des publicités avec des brosses à dents. Alors que le dentifrice n'a pas encore été inventé, donc la publicité n'a pas beaucoup d'impact finalement, mais c'est pour les préparer à devenir des consommateurs. Et un peu plus tard dans le bouquin, aux 2 tiers du livre, comme la chevalerie n'a plus beaucoup d'utilité, le héros les a transformés en VRP, et si vous n'achetez pas ce qu'ils vendent, ils vous tapent sur la tête avec Donc il y a le côté Monty Python qui est très fort au début. Il y a tout un travail sur la langue, puisque chaque fois que Mark Twain fait parler les chevaliers, en fait il entrelace de textes, de vrais extraits de La Morte d'Arthur, qui est le roman arthurien anglais. Et entre autres, il invente la presse. Donc tout d'un coup, il y a des articles de presse qui comptent les mésaventures des rois, et c'est des extraits de La Morte d'Arthur. Il y a un jeu qui est du postmoderne en 1880. Et puis après, ça part dans quelque chose d'assez méchamment critique, puisque... et c'est ça qui a été perdu dans les adaptations. Mark Twain ne se contente pas de montrer que les habitants du bas Moyen-Âge sont des arriérés, que, oh, joie, un capitaliste les éduque et leur apprend la médecine, l'industrie et l'art de se battre. C'est un peu le basculement inverse, c'est qu'en fait, il n'apprend rien d'eux, et au final, à la fin, il apporte la destruction massive, l'industrie pour fabriquer des armes et le génocide. Et c'est assez étonnant la manière dont ça bascule en cours de route, où tout à la fin, on a une déclaration qui est: qu'est-ce que c'est que l'économie capitaliste, si ce n'est une économie qui a pour but de produire la guerre à la fin? C'est un truc assez étonnant, parce que c'est écrit en 1880 et quelques. Et c'est vraiment, on part du burlesque et des Monty Python pour finir dans une critique politique assez impressionnante et qui a été un peu passée à l'as. Et ce que fait cet Américain est tellement inacceptable au regard de l'histoire qu'il est éjecté du passé, littéralement. C'est un drôle de bouquin. Oui, parce que en fait, c'est vraiment un Yankee, mais au vrai sens de Yankee, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Américain en sens général, c'est une des possibles... En fait, encore dans les années 1860-1890, il y a des projets concurrents qui existent dans l'esprit américain, et un de ces projets, c'est le projet du Yankee, et ce que désigne le Yankee, c'est l'habitant du nord-est des États-Unis, donc ce qui n'est pas le cas de Mark Twain, même s'il a passé la majeure partie de sa vie dans le nord-est, il n'est pas originaire du nord-est, il a toujours eu l'impression d'être exilé dans le nord-est, et le Yankee, c'est l'industrialiste. C'est le propriétaire d'usine, c'est celui qui croit vraiment qui croit à la machine, mais vraiment qui y croit d'une manière absolument délirante. Ce qui est fantastique et ce qui montre sa ferveur vis-à-vis de la machine, c'est qu'il part 8 siècles avant, et la première chose qu'il fait, c'est qu'au lieu effectivement de se tourner vers ce monde, il recrée des machines. C'est-à-dire c'est son obsession. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ce texte, parce que tout à l'heure je faisais une comparaison avec William Morris, et même si j'aime beaucoup William Morris, les deux œuvres sont de qualité, d'ampleur et de souffle très très différentes, puisque Un rêve de John Ball, c'est pas le William Morris peut-être le plus passionnant, tandis que le Yankee de Mark Twain, c'est quelque chose où il a ce petit canevas, et qui va lui permettre de déployer un nombre incroyable de questions, de situations, de tons qui vont effectivement de la satire, du burlesque,
à la limite du roman d'horreur, au post-apocalyptique, ça va un peu dans tous les sens. Il joue sur des nuances étonnantes. Par exemple, à un moment donné, le roi et le Yankee se retrouvent dans le château de la... C'est la fée Marie, la fée Viviane, je ne sais plus, l'une des fées de la chanson du conte du roi Arthur, qui est une méchante fée. Elle a des esclaves et les esclaves sont horriblement maltraités. Mais c'est absurde, c'est-à-dire qu'on lit ça, on dit mais qu'est-ce que Mark Twain vient nous embêter pendant 35 pages à nous décrire un traitement absurde de ces serfs et esclaves dans un 6e siècle totalement hypothétique et fictif. Et en fait, c'est un extrait d'un journal d'un esclave contemporain de Mark Twain que tous les Américains connaissent. Donc en fait, il met dans ce texte une scène de serfs et d'esclaves qui paraît totalement absurde et outrée, alors que ce n'est que la reprise quasiment telle quelle du journal d'un esclave qui vient d'être publié. Et donc le décalage montre que en fait, ce que raconte cet esclave américain du 19e siècle, c'est inacceptable. Et ça devient inacceptable parce que là, on ne comprend pas, mais ça va, c'est bon, Mark Twain, c'est une fiction, pourquoi tu es outré? Non, il y a tout un travail comme ça assez curieux, ce retour entre le passé et le présent, et tout un jeu de citations en permanence. C'est aussi du coup du post-roman, enfin du roman post-moderne, c'est assez... En fait, sur quelque chose c'est parce que tu parles du passage sur les esclaves que ça me fait penser, mais c'est que Mark Twain, il écrit à partir de l'abolition, voilà, même si effectivement les récits d'esclaves c'est quelque chose qui va occuper la littérature américaine pendant tout le 19e siècle, mais il est l'héritier d'un premier mouvement intellectuel du début du 19e siècle, qui est un mouvement qui a une dimension politique, c'est le common man. On dit que le président Jackson aux États-Unis c'est le premier common man par rapport aux autres présidents américains qui étaient très marqués par le monde anglais, qui étaient souvent... peut-être qu'on a oublié ça à cause de George Bush, les premiers présidents américains étaient des économistes, des juristes, des écrivains, des grands intellectuels. Bon, après, on a peut-être perdu ça, mais il paraît que George Bush il fait de la peinture maintenant. Donc, tout n'est pas perdu, quoi. Il peut se lancer maintenant. Bon, et le common man, c'était Jackson qui arrive pour la première fois et qui dit faut un homme du peuple. Et contemporain de Jackson, il y a un auteur qui s'appelle Robert Montgomery Bird, qui est un ami de Hawthorne, et qui crée un récit où il y a un personnage qui va mourir et revenir dans le corps d'un autre personnage. Et à chaque fois, ça va être un homme riche, un brigand et un esclave noir. Et je me souviens plus du quatrième. À chaque fois, le ton change. Et c'est à la fois, en fait, c'est de la SF, c'est de la satire sociale, c'est du roman d'aventure. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que aux États-Unis, ne va jamais apparaître cette scission entre les littératures sérieuses, entre guillemets, et les littératures de genre. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens pour des raisons... il y a de la SF aux États-Unis, je ne vais pas dire que ça n'existe pas quand même, mais ça s'est beaucoup moins structuré que comme ça s'est structuré en France, ce qui fait que là-dedans, en fait, on a tout, c'est un roman somme, c'est-à-dire que on a tout ce qui peut se faire en littérature apparaît dans le même livre. C'est-à-dire ça déploie effectivement tout, c'est un monde, et à partir d'un canevas qui est un point d'entrée très simple. Et Twain, en fait, s'il est considéré comme le premier écrivain américain, c'est vraiment parce que il incarne toute cette synthèse, c'est-à-dire que c'était quelqu'un intéressé par le journalisme, donc très proche en fait de ses lecteurs, jouant beaucoup avec lui, et en même temps détestant les journalistes, donc il a écrit des pages horribles sur le fait que les journalistes ne savent pas écrire. C'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a un sens du vaudeville, il navigue dans tout ça, et avec en fait ce trait commun qui est cet esprit propre de Mark Twain, qui est, qu'on trouve à chaque ligne, chaque page, et voilà. Je me suis un peu emballé, je sais plus où j'étais là. Pour dire en fait que c'est un livre unique et fantastique, et que, moi j'ai dû le lire, je sais pas, j'ai dû le lire des dizaines de fois, et non, des dizaines de fois, ça serait peut-être un peu trop. Mais je l'ai lu pas mal de fois. Et je suis toujours fasciné par le fait que ça revient dans des fictions, ça structure plein de fictions. Et à quel point c'était riche, à quel point finalement c'est peut-être un des premiers récits de science-fiction. Enfin, je sais pas si ça fait sens de le dire comme ça. Et en même temps... Voyage dans le temps, sans explication, mais voyage dans le temps. Voilà, c'est ça. Et c'est là où... déjà, toutes les règles sont là, toutes les possibilités du genre sont là, tout est là en fait. Ça, on va spoiler un peu, mais la référence à Tintin, c'est
quand Tintin, chez les Incas, annonce l'éclipse, dit je vais faire disparaître le soleil alors qu'il est sur le bûcher, c'est le début du Yonki qui arrive et qui est condamné pour son céleri. Et comme c'est un féru d'astronomie, il se dit ah mais oui, il y a une éclipse ce jour-là, je vais m'en sortir. Et puis en même temps, le calendrier n'est pas très précis et il retombe quand même sur ses pattes. Mais bon, Tintin est sauvé grâce au Yonki. En fait, c'est ça la vraie filiation. C'est ça. Ouais. Tintin a lu Yonki et du coup, il a pu reprendre le même coup. Pour l'anecdote, pour les lecteurs de SF, hardcore parmi vous, non mais si vous pensez à Planète à Gogo, l'énorme best-seller en fait de 1955, donc de Paul et Kornbluth, qui a vraiment fait changer la SF d'époque. On est passé du space opéra de l'époque, Van Vogt, Asimov, Heinlein, à une autre SF. C'est la rupture, c'est quand même Planète à Gogo. Donc une violente satire du monde de la publicité capitaliste. Et la référence de Kornbluth toute sa vie, c'était le Yankee du Connecticut. Son ambition, c'était de faire le Yankee du Connecticut d'aujourd'hui, de 1960. Et donc c'est vraiment un texte qui parcourt toute l'histoire de la science-fiction jusqu'à très récemment. On a mis du champagne au frigo. Oui.